Et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez particulier, un communiqué de presse officiel de la Confédération africaine de football, la CAF. Il est tombé ce matin, lundi 19 janvier 2026, et il est vraiment court. Le titre annonce tout de suite la couleur. La CAF condamne le comportement inacceptable des joueurs et des officiels lors de la finale de la Total Energies CAF CAN Maroc 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Et le timing est crucial. La finale, c'était hier soir à Rabat. Donc là, on parle d'une réaction quasi immédiate. Moins de 24 heures après les faits, c'est déjà une première information en fait. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre analyse. On a juste quelques lignes sous les yeux, mais notre mission, c'est de les passer un peu au microscope. On va regarder ce qui est dit, bien sûr, mais surtout, je pense, comment c'est dit, et tout ce qui n'est pas dit. Ah oui, le non-dit est souvent le plus parlant. L'idée, c'est de décrypter la stratégie de communication derrière une déclaration aussi concise. C'est un vrai cas d'école. C'est tout à fait ça. Surtout dans un milieu comme le sport international, où tout est politique, chaque mot est pesé, il n'y a pas de hasard. Bon, alors allons-y, le texte commence très fort. Pas de préambule, rien. La CAF condamne le comportement inacceptable. Le ton est donné d'entrée. Inacceptable, condamne fermement. Ce ne sont pas des mots choisis à la légère pour une institution qui est d'habitude si policée, non. Non, c'est un choix délibéré et totalement stratégique. Le premier objectif, c'est d'occuper l'espace médiatique, tout de suite, avant que les rumeurs, que les vidéos de supporters, que les on-dit ne commencent à créer une histoire incontrôlable, la CAF arrive et plante son drapeau. Elle dit « c'est nous l'autorité, on a vu, et voilà ce qu'on en pense ». C'est une prise de contrôle. Une prise de contrôle narrative en quelque sorte. Exactement. Et utiliser des mots aussi forts, c'est pour créer un électrochoc, pour marquer les esprits et imposer son cadre d'interprétation. C'est une façon de dire la récréation est terminée, c'est nous qui parlons maintenant. Et j'imagine que ça rassure aussi les sponsors, les diffuseurs, tout l'écosystème autour. Précisément, c'est le deuxième objectif. En se montrant intransigeante, la CAF envoie un message très clair à ses partenaires. Nous sommes des gestionnaires responsables, rien ne nous échappe, votre image est en sécurité avec nous. Mais il y a un détail encore plus important, je trouve. C'est dans la phrase d'après. Elle donne une piste sur ce qui s'est vraiment passé. Le communiqué dit en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs du match. Ah oui, voilà. Ça, ce n'est pas anodin du tout. On ne parle pas d'une simple altercation entre joueurs alors. Non. En précisant arbitre et organisateur, il change complètement la nature du problème. Exactement. Une bagarre entre joueurs, c'est un fait de jeu. C'est presque normal, on va dire, dans une finale avec une telle tension. Mais sans prendre aux officiels, là, on s'attaque à l'institution. On s'attaque à la CAF elle-même. C'est une remise en cause de l'autorité. Voilà. La faute n'est plus seulement antisportive, elle devient institutionnelle. Et donc, aux yeux de l'organisation, c'est beaucoup plus grave. Et ça justifiait la dureté du ton au début. D'accord, c'est très clair. On a donc une condamnation très forte et une piste sur la cible. Et puis plus rien. C'est le vide. Qui, quoi, dans quelle équipe, des insultes, des bousculades, le communiqué est d'un flou artistique, on pourrait dire. C'est ça. On lit certains joueurs et officiels. C'est vague, là. Et ce flou, c'est la deuxième clé de lecture de ce texte. Il est aussi important que les mots forts du début. C'est une stratégie de protection, en fait. Il y a plusieurs raisons à ça. J'imagine que la première, c'est le risque juridique. Accuser quelqu'un nommément sans enquête, c'est s'exposer à un procès en diffamation. Millions. Une accusation publique non fondée, ça peut être dévastateur. Donc, en disant certains, la CAF condamne l'acte, mais elle n'accuse pas l'individu. Elle se protège. C'est une question de prudence, donc. Bah oui, je me souviens d'un cas dans une autre fédération où un dirigeant, sous la pression médiatique, avait nommé un joueur un peu trop vite. Ça a traîné de mois en justice. Ça a coûté une fortune. C'est une leçon que ces grandes institutions ont apprise. Mais est-ce que cette stratégie du flou n'a pas un revers médaillon? À force de rien dire, on alimente toutes les rumeurs, non? Les réseaux sociaux vont s'enflammer, chaque camp va accuser l'autre. En voulant éteindre l'incendie, est-ce qu'il ne jette pas un peu d'huile sur les braises? C'est qu'un risque. C'est un risque calculé, et vous avez raison, c'est le principal inconvénient de la méthode. Ça crée un vide d'information qui inévitablement va être rempli par la spéculation.
Mais pour l'institution, c'est un risque préférable à celui d'une erreur factuelle ou juridique. D'accord. L'institution préfère gérer un chaos de rumeurs externes qu'elle peut ignorer plutôt qu'une crise interne provoquée par ses propres déclarations. Et il y a un deuxième piège qu'elle évite au-delà du juridique. C'est un piège procédural. C'est-à-dire? Si la CAF désignait des coupables maintenant, dans la presse, elle saperait la crédibilité de sa propre commission de discipline. Ah oui, bien sûr. Cette commission, elle est censée mener une enquête impartiale, analyser des preuves, entendre tout le monde. Si la direction a déjà donné son verdict dans un communiqué, le processus disciplinaire n'est plus qu'une mise en scène. Pour que la procédure soit légitime, il faut qu'elle commence par une page blanche. Donc le silence sur les détails, c'est aussi une manière de respecter ses propres règles du jeu. Attendez donc, si je comprends bien, le message caché ici, c'est moins on est très en colère et plus laissez-nous gérer ça en interne, loin des caméras et selon nos propres règles. C'est ça. C'est parfaitement ça. Le communiqué, c'est une porte qu'on ouvre sur l'extérieur pour dire on a vu, on s'en occupe, puis qu'on referme tout de suite pour que le processus se déroule à l'abri des regards. Et c'est exactement ce qu'annonce le dernier paragraphe du texte. C'est une véritable feuille de route. Oui. Ce paragraphe qui dit la CAF examine toutes les images et soumettra l'affaire aux instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises. Décortiquons ça. Examine toutes les images. C'est une façon de dire que la décision sera basée sur des preuves, pas sur l'émotion du moment. Absolument. C'est le message de l'impartialité, de la rationalité. Notre jugement ne sera pas basé sur des rumeurs, mais sur des faits objectifs, la vidéo. Ça légitime par avance n'importe quelle sanction. C'est difficile de contester une image. Voilà, c'est plus difficile. Ensuite, le morceau le plus important peut-être, et soumettra l'affaire aux instances compétentes. Là, on est en plein dans le jargon institutionnel. Et c'est le point clé. Instance compétente, ça renvoie aux commissions de discipline, aux organes juridiques internes de la CAF. Le message est limpide. Cette affaire sera traitée en interne par des gens de la CAF, selon les statuts de la CAF. C'est une façon très polie de dire à la presse et aux supporters « ceci n'est plus votre affaire, le débat public est clos ». C'est ça. Le processus interne commence. L'organisation rapatrie le problème dans un environnement qu'elle contrôle à 100%. Et ça se termine par « afin que des mesures appropriées soient prises ». C'est d'une souplesse remarquable. Ça peut être un simple blâme ou une suspension de 2 ans. C'est la conclusion logique de toute cette stratégie. La CAF ne se lie pas les mains. En restant vague, elle se donne une flexibilité maximale. Si l'enquête montre que les faits sont moins graves que ce qu'on pense, une petite amende sera appropriée. S'ils sont gravissimes, une lourde suspension le sera tout autant. Cette formule leur permet d'adapter la sanction sans jamais avoir l'air de se dédire. C'est assez malin. Très. D'autres fédérations, comme l'UEFA par exemple, ont parfois été critiquées pour avoir annoncé des sanctions possibles avant la fin d'une enquête. Ça crée une attente, ça met une pression énorme sur les comités. La CAF, ici, joue une partition beaucoup plus prudente. Plus classique. C'est vrai que quand on regarde la page web où le communiqué est posté, ce n'est pas anodin non plus. Ce n'est pas un tweet. C'est dans une section actualité. C'est entouré d'onglets comme documents officiels, affaires juridiques. L'environnement du texte lui-même renforce ce message institutionnel. Tout à fait. Ce contexte fait partie de la communication. Il nous montre que ce texte, ce n'est pas la réaction à chaud d'un président en colère, c'est le produit froid, réfléchi d'une machine administrative. Il a été rédigé par la com, validé ligne par ligne par le service juridique, puis approuvé au plus haut niveau. Donc sa forme très clinique, très bureaucratique. Est un reflet de la structure de la CAF. Elle se présente comme une entité sérieuse, organisée, presque gouvernementale, qui ne panique pas, mais qui applique des procédures. C'est l'image de la gouvernance stable face au chaos de l'événement. D'accord. Si on devait synthétiser tout ce qu'on a appris en décortiquant ce tout petit texte, la première leçon de cette gestion de crise, ce serait la vitesse, c'est ça? Agir avant que l'histoire ne soit écrite par les autres. Exactement. Occuper le terrain médiatique en premier, c'est la règle d'or. La deuxième leçon, qui va avec, c'est cet équilibre très subtil dans le langage. Le fameux frapper fort mais rester flou. Oui, Utiliser des termes très durs pour la condamnation morale, pour satisfaire le public, mais rester très très vague sur les faits pour se protéger juridiquement. c'est cet équilibre qui est le plus dur à trouver. Et là, il est maîtrisé. Et la troisième leçon, c'est de tout de suite transférer le problème. Le sortir de la sphère publique pour le ramener dans la sphère privée de l'institution. En promettant un processus formel, Voilà.
Analyse des preuves, comité interne, sanctions à venir, on clôt le débat médiatique et on reprend le contrôle total du calendrier et du résultat. C'est une stratégie de confinement de la crise. C'est vraiment impressionnant de voir toute cette mécanique à partir de 3 phrases. On part d'un simple communiqué et on arrive à une stratégie, une masterclass de communication institutionnelle. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Et ce qui est intéressant maintenant, ça va être d'observer la suite. Parce que la communication future nous en dira autant, si ce n'est plus. C'est-à-dire, Est-ce que les conclusions de l'enquête et les sanctions seront détaillées, dans un effort de transparence? Ou est-ce que, dans 3 semaines, on aura un autre communiqué laconique qui dira juste que des mesures ont été prises sans plus de détails? c'est une excellente remarque. Le choix qu'ils feront en dira long sur leur culture. Est-ce qu'ils privilégient le contrôle jusqu'au bout au risque de paraître opaque? Ou est-ce qu'ils estiment qu'ils doivent rendre des comptes au public? Hmm. La réponse à cette question nous montrera si leur stratégie évolue ou si elle reste fidèle à ce premier acte très contrôlé. Et ça nous laisse avec une pensée pour conclure. Finalement, ce communiqué ne nous dit absolument rien sur ce qui s'est passé sur le terrain à Rabat. On ne connaît toujours pas les faits. Non, rien. Par contre, il nous a tout appris sur la manière dont le pouvoir, l'autorité et l'information sont gérés dans les coulisses très feutrées des grandes organisations sportives. C'est une analyse de la mécanique du pouvoir plus que du sport lui-même. C'est une parfaite conclusion. Et ça soulève une question plus large qui dépasse le football. À notre époque, où tout le monde réclame de plus en plus de transparence, de responsabilité, d'authenticité, est-ce que cette approche de communication très contrôlée, très descendante, presque d'un autre temps, est encore la plus efficace pour maintenir la confiance sur le long terme? Ou est-ce qu'à force de construire des murs pour se protéger, ces institutions ne finissent pas par créer de la distance et même de la suspicion avec ceux qu'elles sont censées servir? La question reste ouverte.